PPDA, comme ça, se lève et vous saute dessus. Je pensais pas que 14 ans plus tard, j'allais enquêter pendant 1 an et demi sur l'homme qui a lancé mon premier 20h. Tout le monde savait que PPDA était un coureur de jupons et que c'était un homme à femme. Individuellement et collectivement, on n'a pas voulu voir le monstre PPDA. Moi, je suis pas avocat, je suis pas l'avocat de PPDA, ni l'avocat des plaignantes. Moi, je suis journaliste d'investigation. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Nous sommes avec Romain Verlet. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation du Crayon. Vous publiez ce livre, cet essai, PPDA, cette enquête, PPDA Le Prince Noir aux éditions Fayard. C'est un livre qui fait beaucoup de bruit parce qu'il touche à un sujet très actuel, à la fois le cas de Patrick Poivre d'Arvor, le célèbre présentateur du JT de TF1, mais au-delà de ça, la question des violences sexistes et sexuelles, leur prise en charge par la justice, la prescription et puis le tabou. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Après toute cette année et demie d'enquête, qui est PPDA ? Alors PPDA, pour ceux qui sont un peu plus jeunes que moi j'ai 42 ans, moi j'ai commencé ma carrière à TF1, à la sortie d'une école de journalisme, et il faut se remettre dans une autre époque, les années 80, 90, 2000, PPDA c'était la star absolue, c'était l'influenceur numéro 1, c'est-à-dire que c'était celui qui avait le plus de likes, le plus de followers, c'était celui qui était la personne la plus connue en France, à une époque où il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux. Donc il faut imaginer que c'était un espèce d'homme total, un présentateur qui présentait le journal le plus regardé de France, voire d'Europe, à la tête de la plus grosse chaîne de France, et qui rayonnait comme ça qui a rayonné pendant 30 ans sur la télévision, qui était son média, mais aussi sur le monde de l'édition. Il a écrit ou coécrit 70-80 bouquins. Il était partout. C'était l'homme puissant, l'homme inattaquable et l'homme impuni. Et quel personnage c'est alors ? Alors PPDA, c'est très particulier comme personnage. J'ai mis longtemps à essayer de découvrir ses différents visages. En fait, je pense que PPDA, c'est pour ça que je l'ai appelé le Prince Noir. C'est que, en fait, il a commencé sa carrière à Antenne 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou good night. God save the Queen, que Dieu protège la reine. Comment ne pas nous associer, nous aussi Français, à cette prière dont les Anglais ont fait un hymne national. Et à l'époque, on le surnommait déjà le Petit Prince. Pourquoi le Petit Prince ? C'est parce que PPDA a menti toute sa vie. Et son premier mensonge, il l'a fait quand il avait à peu près 7-8 ans. Il a inventé que son parrain s'appelait Antoine de Saint-Exupéry. L'auteur du Petit Prince. L'auteur du Petit Prince, exactement. Et déjà, sauf que en fait, quand PPDA est né, Saint-Ex était déjà mort. Donc déjà, c'était un petit peu compliqué comme mensonge. Mais il n'empêche, il a gardé cette image de Petit Prince et il s'est fait surnommer lui-même par ses collègues, par nous, les confrères de l'époque. Il s'est fait surnommer le Petit Prince de la télé. Et donc en fait, j'ai essayé de voir comment le Petit Prince de la télé est devenu le Prince Noir des médias et de l'édition. Et donc, pourquoi je l'ai appelé le Prince ? C'est qu'évidemment, il y a le Prince de Machiavel, le fait du prince, et le Prince Noir, c'est un personnage historique qui renvoie à la guerre de 100 ans. Et ce Prince Noir, c'était un espèce d'anglais qui était aristo, et PPDA, qui est d'une extraction moyenne, aurait voulu lui être un grand aristo d'une grande famille. Et en fait, ce chevalier noir, ce prince noir, était quelqu'un qui avait tout le temps une armure sur lui. Et une lourde armure, et l'armure était de couleur noire. Et j'ai trouvé que ce titre, Le Prince Noir, lui correspondait bien, parce que finalement, aujourd'hui, ce livre tente de fendre l'armure, et il a été compliqué de taper sur l'armure pour que tout tombe, et aujourd'hui, voilà, le monstre PPDA est un peu déboulonné. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle votre livre exactement pour quelqu'un qui ne l'aurait pas lu ? Qu'est-ce que ça résume justement dans cette enquête que vous avez faite ? Où est-ce que vous en êtes arrivé justement, sans peut-être trop dévoiler la fin, mais pour résumer un petit peu toute votre enquête et le livre. Moi, c'est effectivement mon premier livre. Moi, je suis un journaliste et d'habitude, je travaille pour la télé. Donc, j'ai commencé ma carrière à TF1. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui a lancé mes premiers 20h. Et quand vous avez 25 ans, que vous sortez d'école, c'est la grande classe
d'avoir un sujet aux 20h de TF1. Et donc à l'époque, j'ai été très honoré, très flatté d'être lancé par le présentateur le plus connu, le présentateur préféré des Français. Et je pensais pas que 14 ans plus tard, j'allais enquêter pendant 1 an et demi sur l'homme qui a lancé mon premier 20h. Et j'ai décidé effectivement, quand j'ai entendu le témoignage de Florence Porcel, puis d'une, deux, trois, 10, des dizaines de femmes raconter qu'elles avaient été agressées ou violées dans le bureau de PPDA à TF1, dans la tour TF1, et que PPDA a commencé à répondre par des espèces de machines à mensonges en disant « mais c'est n'importe quoi, ce sont que des fausses victimes, elles racontent n'importe quoi ». Mon bureau était au milieu de la rédaction. Et puis après, il y a Claire Chazal qui s'est mis à raconter la même chose. Et puis après, il y a Jean-Pierre Pernaut, feu Jean-Pierre Pernaut qui s'est mis à raconter la même chose. Et je me suis dit, tiens, on reproduit un peu les espèces d'élites qui se soutiennent pour soutenir PPDA et qui racontent quelque chose qui est faux. Moi, je le sais. Et donc, c'est ça je me suis dit, moi, en fait, il faut que j'aide ces plaignantes, ces accusatrices. Avec ce que je sais faire, c'est l'investigation. Et donc, j'ai commencé par quelque chose de simple. En fait, quand vous avez travaillé à TF1, à l'époque PPDA, vous saviez que son bureau n'était pas au milieu de la rédaction. Il avait le seul bureau fermé au 2e étage, au fond à gauche. Et donc, j'ai commencé à enquêter là-dessus et j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Complément d'enquête, qui s'intitulait PPDA, la chute d'un intouchable. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Un homme se retrouve pris dans la tourmente d'un scandale sexuel, des pratiques graves qui ont touché certains membres du personnel féminin. Depuis presque 33 ans, cet homme est accusé d'harcèlement sexuel. Parce que je trouve que pour répondre à PPDA, il faut répondre avec son média. Et son média, c'est la télévision. Et donc, j'estimais qu'il était fort d'aller là-dessus. Et après ce reportage télé qui a fait grand bruit à l'époque, qui a battu des records d'audience, j'ai été énormément contacté, à la fois par des anciens de TF1 qui regrettaient de ne pas m'avoir parlé dans mon doc, mais aussi, plus important, par des nouvelles plaignantes, des femmes qui se sont dit, mais en fait, notamment je pense à Bénédicte Martin, qui a pris contact avec moi et qui m'a dit, en fait, Romain, je n'ai pas témoigné dans votre doc, mais à chaque minute, je me suis vu. Et là, j'ai été subjugué. Et elle me dit, moi, il m'est arrivé la même chose. Il m'a invité dans le bureau. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça que je me suis engagé dans ce pari un peu fou d'écrire un livre, qui pour moi était un exercice nouveau, mais assez difficile, mais grisant quand même, pour raconter tout le mal que j'avais eu à faire mon enquête télé, et aussi pour aller sur un autre terrain de posture et d'imposture de PPDA, qui est l'écriture. Et je pense que, et c'est un peu ce que je révèle dans mon bouquin, je pense que PPDA, le présentateur très connu de la télé, se rêvait en fait surtout romancier, voire académicien, voire écrivain. Et je suis allé sur l'autre de son terrain, qui est la littérature, l'écriture, parce que, comme dit PPDA, la télé c'est que du sable, et seuls les écrits restent. Et donc je me suis dit qu'il fallait aller aussi sur un autre de ces terrains, qui était l'écriture. Et il y a d'ailleurs des passages dans lesquels vous comparez ce qui ressort de certains de ces ouvrages, des ouvrages dans lesquels des personnages qui ne sont pas lui ont en fait des traits de caractère ou des actions qui, après les témoignages des femmes qu'on connaît, se révèlent assez similaires, ou à sa situation à lui, dans le rapport à son couple, à son épouse, etc. J'aimerais revenir sur ce bureau. Qu'est-ce qui se passait comme cérémonial après le 20h de TF1 Qu'est-ce qui s'est passé pour la douzaine de femmes qui a porté plainte? Quel modus operandi? Eh ben, effectivement, c'est un des chapitres de mon livre qui s'appelle le cérémonial du 20h. Il faut savoir que à l'époque, assister aux 20h, c'était quand même le Graal absolu pour des téléspectatrices, des téléspectateurs, mais aussi pour des romancières, des écrivains. Et donc, quand vous demandiez à assister aux 20h de TF1, PPDA disait souvent oui. Alors, il disait souvent oui pour des familles, pour des hommes, mais aussi et beaucoup plus pour des femmes, voire des jeunes femmes. Et donc à l'époque, c'est ce que je raconte, il y avait quelque chose qui était orchestré par ces deux secrétaires, ces deux assistantes personnelles dévouées,
et encore aujourd'hui qui sont vraiment derrière lui. Des femmes. Des femmes qui s'appellent Marie-Hélène et Fanny. Et donc elles organisaient le ballet des visiteuses du 20h. Et donc ça, j'ai pu le raconter avec des hôtesses d'accueil, avec un veilleur de nuit qui était un vigile, mais aussi avec des anciens rédacteurs en chef, avec mes anciens collègues, j'ai pu raconter. Et donc comment ça se passait? Vous étiez par exemple une jeune journaliste. Vous souhaitiez avoir une interview de Patrick Poivre d'Arvor. Vous sortiez d'école ou vous étiez aspirante. Et ben vous demandez à pouvoir l'interviewer. Ou vous étiez un romancier, un jeune romancier, vous voulez présenter votre roman, et vous savez que PPDA a des émissions littéraires, et donc vous voulez lui présenter le livre. Et donc comment ça se passe? C'est que vous arriviez à la tour TF1. Il faut imaginer la tour TF1, c'est le lieu du pouvoir absolu. Vous veniez vers 19h30, et puis là, vous attendez une hôtesse, et vous disiez que vous étiez l'invité de Patrick. Souvent, un petit rictus de l'hôtesse, et vous étiez enregistré dans l'ordinateur. Là, venez vous chercher une assistante de PPDA, vous preniez l'ascenseur, et au premier étage, vous étiez amené sur le plateau du 20h. Et donc, il faut bien imaginer que, par exemple, ça, c'est la caméra 1, la caméra que regarde PPDA, où il y a le prompteur, et vous, l'invité de Patrick, vous êtes assis juste à côté, sur une espèce de chaise pliante, pas très confortable. Et en fait, vous ne voyez que PPDA, qui est dans la lumière, vous êtes dans l'ombre. Et PPDA, en fait, pendant 32 minutes de JT, ne fait que regarder la caméra 1, et vous êtes là pour l'admirer. Et surtout, ce qui est dingue, moi j'ai plusieurs plaignantes qui me racontent la même chose, c'est que quand PPDA entre sur le plateau, il vous dit même pas bonjour. Il sait que vous êtes là pour lui, et quand il sort du plateau, il vous dit pas bonsoir. Et en fait, quand PPDA sort du plateau, il se fait démaquiller. Et là, il y a une assistante, toujours la même, Marie-Hélène ou Fanny, qui vous prend par la main et qui vous emmène dans le bureau de PPDA. PPDA arrive après dans son bureau, quand TF1 se vide. C'est-à-dire que moi, quand je travaillais à TF1, à 21h, j'étais parti. J'étais là à 8h du mat, à 21h, il n'y a plus personne à la tour TF1. Et donc PPDA rentre dans son bureau, là l'attend une jeune femme, et il y a toujours ces mêmes questions. Les plaignantes racontent toutes le même cérémonial. PPDA rentre dans son bureau, parfois il enlève sa cravate, parfois il enlève ses chaussures, il s'installe à son bureau, il vous propose de boire un petit verre, souvent une petite vodka. Et là, tout de suite, vous vous attendez depuis 20h, vous avez le monstre de la télévision qui est devant vous. Et là, tout de suite, comme ça, il vous pose des questions très intimes, très personnelles. Êtes-vous heureuse dans votre vie sexuelle? Êtes-vous fidèle? Est-ce que vous vous masturbez souvent? Et donc souvent, les femmes me racontent qu'elles sont complètement pétries par ce genre de questions. Elles viennent pour une interview, elles viennent pour présenter un roman, et là, elles se retrouvent à parler de leur intimité. Et là, souvent, en quelques minutes, PPDA, comme ça, se lève et vous saute dessus. Et en fait, il y a cette espèce de cérémonial terrifiant, et c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est que, en fait, les femmes sont prises de sidération. Il faut comprendre ce mécanisme qui est très important, c'est qu'elles viennent pour un rendez-vous. Elles sont dans un cocon qui est normalement très confortable, c'est-à-dire je suis dans le lieu du pouvoir à TF1 sur un lieu de travail. On n'est pas dans un hôtel, on n'est pas au restaurant, on n'est pas chez quelqu'un. On est sur le lieu du travail. Et là, PPDA se jette sur vous, et ces femmes racontent qu'elles ont été agressées ou violées, et qu'il y a une espèce de dissociation du corps et de l'esprit, et que certaines racontent qu'elles se voient en train d'être violées. Donc tout ça est absolument terrifiant. Évidemment, PPDA aujourd'hui nie, en disant que toutes ces femmes venaient pour avoir des relations consentantes dans son bureau. Et aujourd'hui, il y a au moins une quinzaine de femmes qui accusent PPDA de l'avoir agressée ou violée dans son bureau à TF1. Moi, il y a une question que je me posais, je comprends pas trop, c'est les assistantes. Donc, vous pensez qu'elles étaient au courant et qu'elles le protégeaient, et qu'au contraire, elles assistaient, elles l'aidaient à faire tout ça, ou vous pensez qu'elles s'en rendaient pas du tout compte et que
Juste, elles étaient elles-mêmes un peu manipulées, elles avaient l'impression de faire leur travail, d'emmener le rendez-vous dans le bureau sans savoir ce qui s'y passait, et puis... C'est toute l'interrogation de mon livre, et notamment d'un des chapitres qui s'appelle « La garde rapprochée ». C'est que comment, pendant 21 ans à TF1, Comment tu peux ne pas t'en rendre compte, quoi? c'est-à-dire que il était connu à TF1 que tous les soirs, il y avait une femme qui venait dans le bureau de PPDA pour un rendez-vous à 21h, pas pour boire le thé. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que comment, à l'époque, la garde rapprochée de PPDA ne s'est pas posé les bonnes questions. Qu'est-ce que font toutes ces femmes jeunes, jolies, apprêtées, certaines anorexiques comme sa fille décédée? Qu'est-ce que font toutes ces femmes dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor après 21h? Alors moi, je les ai questionnées. Marie-Hélène, Fanny, son ancienne rédactrice en chef, l'ancien directeur de l'information Robert Namias. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passait? Ah, mais ça concerne la vie de Patrick. Il a le droit de recevoir qui il veut dans son bureau. Une fois que la porte est fermée, c'est pas mes affaires. Ouais, les gens avaient peur, vous pensiez, de eux-mêmes peut-être se faire virer parce que c'est un homme assez puissant quand même à l'époque. Hein. PPDA, il était indéboulonnable, quoi. Et donc, je pense qu'à l'époque, les assistantes ou la garde rapprochée de TF1, la garde rapprochée de TF1 et de Patrick Poivre d'Arvor n'ont pas voulu se poser de questions. Et donc, souvent, j'ai un chapitre qui s'intitule « Tout le monde savait ». Mais en fait, j'ai mis longtemps à comprendre, c'est tout le monde savait quoi? C'est que tout le monde savait que PPDA était un coureur de jupons et que c'était un homme à femme. Ça, on le savait quand on ouvrait Paris Match, quand on le voyait tous les gens à Roland-Garros, quand on le voyait dans des galas. Il était tout le temps entouré de femmes toujours plus jolies, toujours plus élégantes, et des femmes qui n'étaient jamais sa femme. Donc déjà, on pouvait se dire que bon, voilà, c'était un homme à femme. Et aujourd'hui, on découvre que non seulement il avait une vie parallèle, voire une vie triple, et que en plus, pour assouvir son besoin de domination et ses excès, tous ses fantasmes, il faisait venir des brebis dans l'antre du loup qui était le bureau à TF1. À quel point est-ce qu'il est envisageable d'imaginer que les secrétaires, mais de manière générale l'entourage de Patrick Poivre d'Arvor, ses secrétaires en particulier parce que ce sont des femmes, est considéré que pour la réussite de cet homme qui est PPDA, pour continuer à son éclat et à ce qu'il puisse exercer son métier au top de sa forme, ouais, il a fallu assouvir des pulsions qui seraient des pulsions masculines naturelles. Est-ce que c'est un discours qui puisse être, qui aurait pu être la pensée de ces femmes-là, un discours qu'on peut entendre qui aurait été beaucoup plus facile d'entendre peut-être à l'époque qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. En tout cas, moi je me mets surtout pas à la place de ces assistantes. Elles ont répondu devant la justice et les deux, les deux le défendaient et le défendent toujours en disant ces femmes venaient de manière consentante pour un rendez-vous professionnel à TF1. Et moi, une fois que la porte est fermée, j'ai fait mon travail d'assistante, j'ai pris le rendez-vous, j'ai noté son nom, j'ai dit bah, vous viendrez mardi à 20h, et une fois que l'invité de Patrick est dans le bureau, les assistantes racontent que parfois elles fermaient la porte pour leur laisser un moment d'intimité, et qu'une fois qu'elles partaient, elles sortaient de la tour, c'était plus leurs affaires. Voilà leur défense aujourd'hui. Mais elles n'ont jamais vu de femmes victimes sortir dans un état de... Non, effectivement, c'est une bonne question. Ou personne criait, enfin je sais pas, c'est quand même des... En fait, ce qui est, par exemple, moi j'ai rencontré un ancien vigile de TF1. Voilà, je suis allé le retrouver dans sa retraite et lui, il est dans une espèce de déni. Lui, il n'a jamais vu une femme sortir du bureau de PPDA sous le choc. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est perturbant et difficile peut-être à comprendre pour le public, c'est que effectivement, il faut savoir que quand le rendez-vous se terminait, il était 22h, dans la tour TF1 à 22h, il n'y a plus personne. Hein. La rédaction s'est vidée, il n'y a plus personne, il reste quelques vigiles, un ou deux veilleurs de nuit qui est là pour regarder les dépêches, pour voir s'il n'y a pas un gros news qui tombe, mais TF1 est vide. Et donc, parfois, PPDA vous raccompagne à sa porte de son bureau,
Parfois, il vous raccompagne jusqu'à l'ascenseur et parfois, il daigne vous raccompagner jusqu'en bas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que PPDA, on l'a souvent décrit comme un séducteur à la française. Le mythe du French lover, du romantique. Voilà, il se croyait Chateaubriand, Victor Hugo, tout ça. Voilà, cette espèce de posture, voilà, néo-romantique. Et en fait, tout ça, c'est faux parce que il n'y a jamais de séduction chez PPDA, c'est-à-dire qu'il y va de but en blanc, il vous pose des questions très intimes, il vous invite jamais au restaurant, de toute façon il est hyper radin, donc il vous invitera jamais. Et donc on n'est pas du tout dans du romantisme fin 19e siècle, quoi. C'est-à-dire que lui, les femmes, pour lui, sont pour la plupart des proies. C'est pas, enfin, Claire Chazal, elle, justement, qui le défendait, qui a été son amante, disait justement, c'est ça qui est intéressant, que comme il avait beaucoup de pouvoir et qu'il était très connu, c'était un grand séducteur et d'ailleurs on lui courait après, il recevait parfois des objets de femmes, des lettres d'amour. Ou des petites culottes. Des petites culottes, je voulais dire, ouais, dans le mot objet, c'était ça dont je faisais référence bien sûr, mais c'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'elle qui a été son amante, elle disait comment il aurait pu faire ça, sachant le succès qu'il avait, il n'avait pas besoin de faire ça. Le fameux argument de pas besoin parce que tu as du succès, alors que généralement quand tu fais autant d'actes atroces comme ça ça n'est pas lié au fait que tu peux avoir du succès ou non. Non, ça peut au contraire renchérir en fait, enfin comment dire, alimenter la machine. J'ai tellement de succès, comment cette jeune femme ne peut pas avoir envie de me sauter dessus naturellement. Mais c'est assez intéressant de... Vous pensez qu'elle ne se rendait pas compte, elle était peut-être un peu éprise de lui et peut-être trop, ou vous pensez que... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez là-dessus ou alors elle en a conscience mais elle le défend parce qu'elle-même elle se dit j'ai été son amante, je ne veux pas moi-même m'être fait prise peut-être pour une gourde, si on peut dire ça comme ça. Ouais. En fait, dans l'affaire PPDA, Claire Chazal a un rôle très particulier. C'est que ils ont été, plus qu'amants, ils ont été officiellement ensemble pendant plusieurs années dans la décennie 90. Alors que PPDA était marié avec Véronique, il l'est toujours, PPDA avait... C'est intéressant, ils sont toujours mariés. Voilà, ils sont toujours mariés, ils n'ont pas divorcé, ils habitent toujours ensemble à Neuilly. Et PPDA a eu une relation suivie avec Claire Chazal pendant plusieurs années. On les a vus partout. À la une de Paris Match, ils montaient le tapis rouge de Cannes ensemble, ils étaient à Roland-Garros, ils partaient en week-end. C'était le couple de stars. Et pour TF1, c'était super en termes d'image, c'est-à-dire qu'il y avait le roi du 20h et la reine du week-end de l'info qui étaient ensemble. Donc ça, en termes de glamour, c'est parfait. Et donc TF1 a aussi profité de ça, des romances de PPDA, cette espèce de French lover. Et donc aujourd'hui, Claire Chazal, elle est dans une position intenable pour elle. Parce que à l'époque, ils ont eu un enfant ensemble. Ce qui n'a pas été tout de suite révélé. On n'a pas tout de suite révélé que c'était PPDA. Exactement. Voilà. PPDA qui se prenait pour Mitterrand, le Mitterrand de TF1, et il s'est dit, en fait, je vais cacher mon enfant, comme Mazarine. Et effectivement, l'enfant de Claire Chazal et de PPDA était caché au public pendant 10 ans. Et ça, c'était un secret de polichinelle. C'est-à-dire qu'à TF1, tout le monde savait que c'était un bébé TF1. Tout le monde savait que c'était le fils de Patrick et de Claire. Mais aux yeux du grand public, il fallait cacher ça. Et ça aussi, c'est un rapport c'est très intéressant sur aussi l'emprise qu'a pu avoir PPDA sur Claire Chazal. C'est le côté « je ne reconnais cet enfant publiquement qu'au bout de 10 ans ». Soi-disant, il a dit que c'était pour épargner la médiatisation, tout ça. Protéger l'enfant, etc. Voilà, dont avait été victime Solène, certainement. Mais c'est aussi une sorte d'emprise sur cette femme. Et aujourd'hui, Claire Chazal, elle est dans une position intenable, comme je vous le disais, parce qu'ils ont un enfant ensemble. Et donc elle, effectivement, moi je l'ai eue par texto, elle était absolument furieuse que je fasse une enquête sur son ex-compagnon, en me disant « je ne comprends décidément rien à votre prétendue enquête ». Sauf que, je suis désolé, mais Claire Chazal, elle fait partie du paysage de PPDA, du système PPDA et du système TF1. Quoi. Concernant Patrick, que évidemment je connais bien, je peux dire, je peux même l'assurer, que bien qu'étant séducteur, aimant bien sûr conquérir, aimant
même peut-être, disons-le, multiplier les conquêtes féminines, il n'est en rien ni dans la violence, ni dans la force. Ce qu'il aime, avant tout, bien sûr, c'est séduire, c'est convaincre par la parole, par ce qu'il est, par son charme, par sa position aussi, pourquoi ne pas le dire. Mais l'amour est mystérieux. Et en rien arriver à forcer quelqu'un. Je voulais revenir à un point, vous parliez de beaucoup de femmes, certaines qui étaient anorexiques comme sa fille, et beaucoup de témoignages, et vous le racontiez, il disait que souvent quand il l'agressait ou violait des femmes dans son bureau, c'était devant un portrait de sa fille. Et c'est intéressant de faire le parallèle de... est-ce que c'est parce qu'il avait lui-même peut-être un jour agressé sa fille, ou c'est parce qu'il voyait sa fille d'une manière un petit peu spéciale, dans le sens peut-être qu'il l'idéalisait? Qu'est-ce que vous... Enfin, j'aimerais beaucoup vous entendre votre point de vue là-dessus, parce que c'est quand même... Est-ce que c'est parce qu'il faisait une fixette sur sa fille? Est-ce que c'est... Pourquoi d'ailleurs prendre des femmes qui ressemblent à sa fille? C'est intéressant. Devant, en plus, le portrait de sa propre fille. Qui s'est suicidé en plus. C'est ça, qui s'est suicidé. Pour une raison... Enfin, à cause de son anorexie au moins... partie, enfin en tout cas qui était anorexique, et certaines des filles beaucoup de raisons qu'on ne saura jamais qui accusent PPDA aujourd'hui de ses comportements étaient victimes d'anorexie et venaient le voir pour en parler aussi. Ouais. C'est vrai que dans ce livre, PPDA le Prince Noir, il y a 2 chapitres qui ont été éprouvants pour moi à écrire, un qui s'appelle Solène et un qui s'appelle Sous les yeux de Solène. Il faut savoir que PPDA a eu plusieurs enfants, et notamment Solène, qui s'est suicidée. Quand elle avait 19 ans, elle s'est jetée sous les rails d'un métro, en février 1995. Et cette histoire, elle est très importante dans l'histoire PPDA, parce que, évidemment, on ne peut pas enlever le chagrin, le deuil d'un père. Ça, c'est sûr. Simplement, on peut s'interroger sur comment PPDA a utilisé, médiatisé, manipulé le suicide de sa fille. Parce que, effectivement, il avait 2 visages, PPDA. C'est-à-dire qu'il a écrit des livres sur sa fille, dans lesquels il raconte, et c'est un peu la nausée, il raconte qu'il s'émeut de voir la poitrine naissante de sa fille, Solène, dans le bain quand elle a 11 ans. Donc ça, non seulement... on peut s'interroger sur un père qui regarde sa fille dans le bain quand elle a 11 ans. De cette manière-là, et surtout de l'écrire dans un livre. En disant qu'il s'interdit de la considérer comme une femme, enfin de la regarder à partir de la puberté, mais ce qui veut aussi dire potentiellement qu'il y pense dans le sens. Ouais, c'est ça, il y pense. Donc c'est ça. Donc il a beaucoup écrit sur sa fille, des choses qui, moi, en tant que père de famille, j'écrirai jamais. Et donc à la fois, il avait ces écrits qui sont très troublants aujourd'hui. Certains racontent un climat incestuel. Et je dis bien incestuel. C'est-à-dire qu'on était quand même dans un climat de un père et sa fille qui ont des relations très fortes, peut-être toxiques, mais on n'en sait pas plus. Et parallèlement, PPDA a médiatisé cette grande maladie qui est l'anorexie, a monté la Maison de Solène, qui est devenue un institut en Europe de référence pour traiter l'anorexie chez les adolescentes. Donc il y a à la fois les 2 faces d'un même personnage. Et aujourd'hui, de manière effrayante, c'est ce que j'ai découvert en enquêtant, au moins 7 femmes souffrant d'anorexie accusent PPDA de les avoir agressées ou violées dans le bureau, toujours à TF1, sous le portrait de sa fille Solène. Donc là, c'est quand même... quand je dis PPDA le prince noir, là on touche à ce qu'il y a de plus noir dans l'âme humaine, c'est-à-dire qu'effectivement, après le suicide de sa fille en 1995, dans son bureau, je m'en souviens, il y avait une grande photo qui était mise lors de la cérémonie à Paris dans le 17e. Cette photo a été décrochée de l'église, a été mise dans le bureau de PPDA. Et c'est très dur à imaginer, mais voilà, moi j'ai par exemple un témoignage très fort de Mathilde qui raconte que 15 jours après le suicide de sa fille, elle a été violée dans le bureau. Et elle se disait, c'est ce qu'elle raconte, PPDA évidemment nie, parce que PPDA nie tout,
Et elle raconte que elle allait à ce rendez-vous, en plus c'était une jeune journaliste de TF1. Elle allait à ce rendez-vous en se disant bah tiens, il va me parler de ma progression, il va me dire que j'ai bien travaillé, en plus il vient de perdre sa fille, tout ça. Et en fait, loin de s'imaginer l'horreur absolue, quoi. Et donc effectivement, ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est que c'est ça, au moins cette femme raconte que PPDA a peut-être utilisé un ressort qui est vraiment très pervers, très manipulateur, c'est que certaines victimes ont vu en PPDA une sorte de père de substitution. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui écrivaient à PPDA, à la fois des filles, mais aussi des mères de famille, qui écrivaient pour dire « Bravo, ce que vous faites pour l'anorexie, c'est vraiment très fort. Merci d'avoir écrit ce livre sur Solène. Moi, ça m'aide beaucoup. » Donc ça, il y a cette phase-là. Et il y a même PPDA qui a aidé des jeunes anorexiques à avoir des rendez-vous avec des spécialistes un peu plus vite, à leur trouver une place à la maison de Solène. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Et dans le même temps, il y a des femmes qui écrivaient à PPDA en demandant à le rencontrer parce qu'elles souffraient aussi de cette maladie qui a emporté sa fille. Et là, PPDA, selon l'enquête et selon les témoignages que j'ai recueillis, PPDA les aurait agressées ou violées. Est-ce qu'on peut défendre quelqu'un coûte que coûte? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut défendre quelqu'un qui semble avoir sur lui tous les sceaux de l'infamie? Moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas l'avocat de PPDA, ni l'avocat des plaignantes. Moi, je suis journaliste d'investigation. Pas procureur non plus, dans ce cas. Et pas procureur, pas juge. Moi, mon boulot, c'est l'investigation. Donc, dans ce livre de 411 pages, il y a des faits, rien que des faits. Tout est archi-sourcé, il y a plus de 300 appels de bas de page où voilà, j'ai fait un travail très fourni, où à la fois de lecture de la presse, mais à la fois de consultation du dossier judiciaire, mais aussi des écrits de PPDA. Et donc, moi, l'idée, c'est de ne pas juger PPDA. Moi, l'idée, c'est juste de raconter PPDA et tous les visages de PPDA et comment, individuellement et collectivement, on n'a pas voulu voir le monstre PPDA. Et quand je dis individuellement et collectivement, je pense qu'on a tous et toutes une petite part de responsabilité dans cette affaire. C'est assez compliqué à comprendre, mais ce que je dis dans mon propos liminaire, c'est que ce qu'a fait PPDA aux yeux des victimes est absolument monstrueux. Mais je pense que la société française, le système médiatique, l'édition, la télévision, TF1, a fabriqué cette espèce d'icône et de monstre sacré de la télévision. Et donc à partir du moment où, sur des affaires très graves d'un point de vue déontologique, je ne sais pas si on y reviendra, mais l'affaire Castro, où il a bidonné une interview avec le leader cubain, ce pourquoi j'aurais perdu ma carte de presse. Dans l'affaire Botton, où pendant 5 ans, il s'est gavé de voyages, d'hôtels payés. On lui a rien dit. À partir du moment où on dit rien à la star du 20h, eh ben on lui dit rien sur tout. Et donc il s'est senti comme dans un sentiment d'impunité dingue, où il était une sorte en lévitation, quoi. Il pouvait faire n'importe quoi d'un point de vue professionnel, on lui disait rien. Donc vous vous dites bien que dans les années 80 à 90, une femme, 2 femmes seraient venues dire attention, Patrick Poivre d'Arvor m'a sauté dessus dans le bureau, mais personne l'aurait écouté. Personne l'aurait écouté. Pire, personne ne l'aurait cru. Elle aurait été virée et c'était fini pour sa carrière. En fait, c'est ça. C'est ça le système PPDA. C'est comment pendant 30 ans il a maintenu le silence. Et c'est aussi quelque chose que vous essayez d'éviter pour les générations futures, en écrivant un tel livre. L'idée, c'est de lever le tabou, parce qu'on dit qu'on a beaucoup tué, mais on tait encore. En fait, ce que je remarque dans ce livre, PPDA, pour le jeune public, ils le connaissent à peine, il ne présente plus le 20h depuis 2008. C'est autant dire le siècle dernier, quoi. Sa marionnette des Guignols a duré un peu plus longtemps. Voilà, et c'est ça qui est dingue, c'est aussi ça pour expliquer la longévité, l'aura et la puissance du bonhomme, c'est que PPDA arrête le 20h de TF1 en 2008, sa marionnette des Guignols dure 7 ans de plus. PPD. Vous le journaliste intègre ou vous le plagiaire, l'escroc, le voleur de livres? Non, mais c'est pas le sujet. Hein. C'est une question à vous
Ou c'est une question que vous pompâtes à Marie Drucker? Non, non, elle est à moi. Donc ça, c'est quand même dingue, c'est de dire que c'était le personnage total et préféré des Français. Et ce que je raconte, c'est qu'encore aujourd'hui, pour ce livre, des grands médias, des radios, des librairies, des festivals ne veulent pas me recevoir parce que ce livre dérange tout le monde. Ce livre dérange l'espèce de microcosme un peu feutré de la télévision, le monde très ouaté de l'édition, parce que tout le monde se sent un peu gêné avec cette histoire où finalement pendant 30 ans on lui a déroulé le tapis rouge et maintenant il faut faire une espèce de droit d'inventaire et d'examen de conscience de pourquoi on n'a rien vu, pourquoi on n'a rien dit, pourquoi on n'a rien fait. En fait c'est ça pourquoi ce livre gêne aujourd'hui et dérange. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme quelque chose entre guillemets, de puni, de tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, à l'époque aurait pu être considéré comme de la séduction, comme juste peut-être un peu de la séduction forcée, mais qui peut-être à l'époque n'était dans la tête des gens psychologiquement pas quelque chose de punissable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que les mentalités évoluent aussi là-dessus? J'ai beaucoup entendu lors de mon enquête cet argument d'anciens et d'anciennes de TF1, de la télé, de ça, en disant oui, mais c'était une époque. Je pense qu'à aucune époque, on a eu le droit d'agresser ou de violer des femmes. C'est-à-dire que cet argument-là, moi, je ne le retiens pas du tout. Effectivement, on était certainement dans les années 80, 90, dans une époque quand même différente. Mais voilà, on avait le droit de séduire, mais on n'avait en aucun cas le droit de violer et d'agresser, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont vraiment complètement changé. Je pense qu'il y a eu quand même... si l'affaire PPDA a servi à quelque chose, c'est certainement aussi faire bouger un peu les mentalités, notamment dans les médias. Et ce livre, j'aimerais bien qu'il serve aussi à éviter qu'il y ait d'autres petits PPDA qui rampent dans les rédactions et qui hantent, ceux qui existent déjà, ou de ceux qui existent déjà aient un petit peu peur, quoi. C'est-à-dire que ce livre raconte aussi tout ce système d'attraction, répulsion, cette espèce de domination et d'abus de pouvoir pour aujourd'hui essayer de s'en prémunir. C'est hallucinant de devoir faire un tel travail pour montrer l'exemple, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que ça devrait être la norme, mais en fait... Mais je pense qu'il y a toujours cette suspicion vis-à-vis des femmes aussi, et Florence Porcel le raconte dans une interview. Elle dit que quand elle a porté plainte devant la police contre Patrick Poivre d'Arvor, elle décrivait parfaitement le bureau et que ça a été jugé suspect par les policiers, comme si c'était une machination, qu'elle fut capable de décrire absolument dans ses moindres détails l'emplacement du bureau et sa disposition. Et à l'inverse, on le lui aurait tout autant reproché de ne pas être capable de décrire le bureau parce qu'une mémoire défaillante aurait pu être un signe d'affabulation. Est-ce que les femmes ont toujours tort du point de vue de la justice, de la police, de ce côté-là? En fait, dans cette histoire PPDA, ce qui est quand même dingue, c'est la parole des femmes et quel crédit on leur accorde aujourd'hui, encore en 2021, 22, 23. Effectivement, sans Florence Porcel, il n'y aurait pas d'affaire PPDA. Florence Porcel a gardé le silence pendant 17 ans. Pendant 17 ans, il a été impossible de mettre des mots sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle dit avoir vécu, c'est-à-dire 2 viols. Et quand, dans sa tête, je ne parle pas évidemment à sa place, mais quand elle décide d'aller porter plainte, devant elle, c'est un mur, c'est une citadelle, c'est-à-dire qu'elle s'attaque au monstre qui est PPDA, au monstre sacré de la télévision. Et donc effectivement, elle le raconte dans son livre Honte, qui est un livre très puissant et que je vous conseille de lire. Elle raconte effectivement que devant elle, elle a des enquêteurs qui remettent systématiquement en doute sa déposition, son témoignage, quoi. C'est-à-dire que normalement, il faudrait que le doute soit plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, en France, on est dans un système où il faut prouver qu'on a été violé, où il faut prouver qu'on a été agressé ou harcelé. Aux États-Unis, c'est complètement différent, hein. C'est-à-dire que moi, je fais souvent le parallèle. Moi, je dis que PPDA, c'est notre affaire Weinstein. On est à peu près sur le même nombre de cas de femmes. Pas forcément qu'on portait plainte, mais je veux dire que
Weinstein, 90 femmes l'accusent de harcèlement, agression et viol. Aujourd'hui, il est en prison pour 21 ans et il encourt jusqu'à 140 ans de prison. En France, on est sur à peu près 90 témoignages de femmes qui accusent PPDA d'agression, de viol ou de harcèlement, et on est pour le moment sur un non-lieu, sur rien. Donc en fait, en France, il faut prouver que l'autre est coupable. Après, c'est la charge de la preuve, c'est-à-dire que on considère en France que c'est à l'accusation de prouver que quelque chose mais dans ces histoires-là, en fait, dans ces histoires j'entends très bien. Moi, je remets pas en cause le système français judiciaire, mais simplement... Dans le sens où l'idée, c'est que si on est innocent de quelque chose, c'est difficile de prouver qu'on est innocent de quelque chose. Donc, si on avait la charge de la défense, si la charge de la preuve était sur la défense, je pense que c'est l'idée. Mais après, ce qui est quand même vertigineux dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas une femme, deux femmes, trois femmes qui racontent ce cérémonial du 20h, qui racontent. Elles sont des dizaines à raconter la même chose. Ça s'est passé de la même manière, les mêmes questions, le même comportement, et donc la juxtaposition de tous ces témoignages est effrayante. Et donc aujourd'hui, on a la parole de dizaines de femmes contre un homme. Bon voilà, vous avez résumé. Mais c'était même intéressant parce que vous disiez sur cet avou que même dans les ouvrages que lui-même a écrits, que ça soit pas forcément que les passages sur sa fille, mais intéressant parce que déjà avec les bouquins un peu de fiction, il parlait d'une certaine manière qui laissait penser qu'il y avait une sorte de prédateur en lui, en fait. C'était assez intéressant. Par exemple, là j'ai ramené un livre qui s'appelle La traversée du miroir. Donc ça c'est un titre que PPDA aime beaucoup, Narcisse, parce que évidemment le prince noir c'est d'abord un prince narcissique. Et donc PPDA, donc non seulement parfois il se raconte dans des récits autobiographiques où il parle de lui, il parle déjà beaucoup de lui et déjà on peut s'interroger sur pourquoi finalement les éditeurs à l'époque ont laissé passer tout ça. Et puis quand il veut aller beaucoup plus loin dans ses névroses, dans ses fantasmes, il invente un personnage de fiction. Donc là, par exemple, dans La traversée du miroir, son héros principal s'appelle Alexis. Et il dit qu'Alexis, c'est son double et son fantôme. Bon. Et Alexis, il exerce un métier qui est quand même pas anodin, il est gynécologue. Gynécologue hyper connu en France. C'est-à-dire que le parallélisme avec PPDA très connu, voilà. Et donc effectivement, il écrit Alexis, c'est ça, c'est la multipropriété. Tu partages tout, ton temps, tes femmes, les honneurs, les vacances, la semaine. Laurence, Caroline, Valentine, Gabrielle, tourbillon de femmes aimées et aimantes, de femmes aimantes pour m'étourdir. Pour me donner l'illusion de vivre, pour entretenir les battements de mon cœur, à chaque rencontre, j'ai été sincère, profondément offert. Et dans l'heure qui suivait, je me sentais à nouveau aspiré par une dépression cyclonique, un désespoir mou qui me poussait à aligner des prénoms de femmes sur un carnet, curieux chemin de croix semé de stations couchées. Et ce qui est intéressant, c'est que... Le carnet. Ouais. Le carnet noir. Effectivement, moi j'ai une femme qui me raconte qu'elle a été effectivement en couple de manière officielle un peu avec PPDA pendant quelques temps. Et PPDA, effectivement, avait aussi sur lui un carnet où, à la fin, il écrivait, il n'y avait que des prénoms, avec leur adresse et le digicode. Et le soir, après le rendez-vous du 20h, tel un rôdeur en scooter, il allait dans Paris. Moi, j'ai plusieurs femmes qui me racontent ça. Et il allait sonner à la porte parce qu'il avait encore besoin de voir des femmes, quoi. Et donc là, Alexis, le gynécologue parisien, écrit que des prénoms de femmes dans un carnet, et dans la vraie vie, PPDA faisait la même chose. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il notait ça parce qu'il les voyait comme... Il avait conscience que c'était des victimes, ou est-ce que pour lui, c'était juste plusieurs maîtresses en même temps? Ouais, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut différencier, c'est-à-dire qu'il y a tout le personnage, le profil psychologique de PPDA qui éclaire très fortement, tous ces indices concordants, ces témoignages concordants, ces plaintes concordantes sur le modus operandi et des accusations de crimes. Et il y a un profil psychologique qui peut être celui de la personne obsédée sexuelle, maladive peut-être, mais qui ne ferait pas forcément de lui un criminel non plus. Oui, c'est vrai. Et ça peut peut-être être un risque de
superposer les deux aussi. Parce que même ce qui est intéressant, c'est que là, quand vous lisez ce passage, s'il n'y avait pas eu toutes ces accusations et tous ces témoignages, on pourrait juste laisser penser que c'est un coureur de jupons, si on peut dire ça comme ça, un séducteur. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans le passage que je viens de lire, on comprend qu'il aime beaucoup les femmes et qu'il a beaucoup entre guillemets, de maîtresses en même temps et que c'est un fantasme pour lui, mais c'est pas évident. C'est Si vrai, quelqu'un à l'époque ne le savait pas, que ça... Et quitte à faire un profil psychologique, à se dire, voilà, c'est un homme qui est né dans les années 50, qui est devenu majeur à l'époque de la libération sexuelle, qui a eu un succès fou, etc. Et ça lui montait la tête. Alors ça, ce serait des excuses. Enfin, il faut pas tomber non plus là-dedans de dire on l'excuse parce que il était débordé d'attention, etc. Et c'était juste un coureur de jupons. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il faut aussi, calibrer ce qui relève du crime et ce qui relève du profil psychologique, y compris maladif. Ouais, non, du roman, mais même de son profil psychologique potentiel, même obsédé, même maladif. Oui. Moi je ne dis pas que les écrits de PPDA sont des preuves. Je dis juste que... Non, mais ça reflète... Je dis juste que des passages comme ça, j'en ai trouvé des dizaines. Où PPDA, je pense que depuis 30 ans, c'est ma théorie, a semé des petits cailloux dans chacun de ses livres. Pour à la fois... dans une espèce de fascination un peu morbide, en se disant tiens, je vais disséminer des petits indices. Et narcissique. Et narcissique. Et donc, par exemple, dans La mort de Don Juan, il y a aussi un autre. Donc, La mort de Don Juan, c'est, selon l'éditeur, une histoire personnelle et fictive. Et donc, Victor, c'est le héros. Il se décrit comme un forçat du sexe qui aime déflorer des vierges. En gros, c'est ça le propos de La mort de Don Juan. Et donc, par exemple, Victor... Il écrit, sous la plume de PPDA, « Certes, ces victimes sont souvent épinglées, fossilisées par le formol et la sécheresse de cœur de leurs chasseurs, mais a-t-on pensé à la solitude du prédateur ?» Donc ça, c'est PPDA qui écrit ça par son personnage qui s'appelle Victor. Et aujourd'hui, on peut s'étonner que ce mot « prédateur » soit employé par la justice aujourd'hui. J'ai un autre passage, et après, promis, j'arrête de lire, mais... Donc PPDA, en fait, ce qui est intéressant, dans La mort de Don Juan, PPDA s'interroge sur son héros Victor et qu'il qualifie de prédateur. Et aujourd'hui, les enquêteurs demandent à PPDA « Les témoignages recueillis ne vous présentent pas comme un séducteur, mais plus comme un prédateur sexuel qui obtient des faveurs sexuelles par surprise et congédie brutalement et sans ménagement les femmes après les avoir consommées. Qu'en pensez-vous » Patrick Poivre-Dravor, le 18 mai 2021, devant les enquêteurs de la brigade, répond « J'ai contesté à chaque fois cette description, ce n'est absolument pas moi. Il m'est arrivé de passer d'une femme à une autre, et certains ont peut-être été choqués et en être malheureuses. Je ne cherche pas à paraître plus angélique que je suis, mais je tiens à dire que je respecte les femmes. » Voilà un peu la défense de PPDA. PPDA, d'ailleurs, a porté plainte contre 16 femmes en... Dénonciation calomnieuse. En dénonciation. Donc en fait, il dit que ces femmes sont des fausses victimes. Et qu'elles ne font ça que pour l'uniforme, la gloire et la médiatisation. Moi, je peux vous dire que je suis en lien depuis maintenant 1 an et demi avec plusieurs plaignantes de PPDA. Je pense qu'elles se seraient bien passées de cette médiatisation. Je pense que beaucoup, notamment Florence Porcel, ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ont perdu leur boulot, ont perdu leur honneur, et aujourd'hui, pour elles, c'est très dur de porter ce combat. La question qui reste, et je pense qui restera toujours, c'est s'il s'avère être considéré comme coupable aux yeux de la loi, est-ce qu'il en avait lui-même conscience de ce qu'il faisait, ou est-ce qu'en fait, il n'en a pas conscience est-ce que c'est un peu son portrait psychologique? Est-ce qu'il avait conscience réellement que c'était un prédateur, ou pour lui, en fait, il ne se rend même pas compte de ses actes? C'est ça qui restera toujours comme question. Et qui peut arriver chez beaucoup de profils comme des PPDA bis, si on peut dire ça comme ça, en fait. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, moi j'ai pu avoir accès à la plainte en dénonciation calomnieuse que PPDA a déposée contre 16 victimes. Et ce qui est très intéressant, c'est un espèce d'une plainte qui fait 43 pages, au vitriol, où PPDA, évidemment, n'a aucun égard pour ces femmes, dit qu'elles venaient toutes pour avoir des relations consentantes ou qu'elles sont simplement des affabulatrices. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on voit totalement que PPDA, aujourd'hui, est dans un déni total. En fait, comme toutes les femmes voulaient avoir une relation avec lui, elles étaient toutes consentantes. C'est ce qui se dit dans sa tête. Sauf qu'aujourd'hui,
elles sont 10, 20, 30 à dire qu'elles n'étaient pas consentantes et que ce rapport a été forcé et non consenti. Dans son rapport à la vérité, il y a un certain nombre effectivement d'ajustements qu'on pourrait faire. Il a plagié Hemingway, enfin une biographie d'Hemingway, sa biographie d'Hemingway. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, certains journalistes un peu spécialisés se sont demandé mais comment PPDA fait pour écrire autant de livres? Il présente le 20h, qui demande quand même un peu de travail, même si lui travaillait pas beaucoup, mais il était talentueux. Il est dans toutes les soirées mondaines, tous les week-ends il est à Courchevel, aux Maldives, voilà. Il a une vie extrêmement chargée. Comment fait-il pour écrire autant de livres? Certaines années, il sort 4 livres. Donc voilà. Moi j'ai écrit un livre, ça m'a pris déjà 4 mois jour et nuit, donc je ne sais pas comment il fait. Et donc il y avait cette espèce de soupçon, est-ce que Patrick Poivre d'Arvor a une plume, a un nègre, a un nez d'écriture, tout ça. Et en fait c'est un journaliste génial qui s'appelle Jérôme Dupuis, qui travaille à l'Express, qui a pris un des livres, le dernier livre que PPDA a sorti, c'était une biographie d'Hemingway. C'était une biographie de 400 pages, très fournie, ce qu'on appelle une biographie à l'américaine, avec plein de références et tout ça, et il s'est dit, c'est quand même bizarre. PPDA, c'est plutôt une plume très impressionniste, très romantique, c'est pas les faits, rien que les faits. Et effectivement, en 2011, on a découvert que PPDA avait plagié un livre, et ce qui est très intéressant, c'est que sur 400 pages, il y en avait 110 qui étaient un copier-coller. Mais même sur Google, on ferait mieux, mais c'était un copier-coller d'une autre biographie américaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que le journaliste a découvert le poteau rose, et je raconte dans le livre que l'éditrice, à l'époque, a dû sauver le manuscrit PPDA, il fallait sauver le soldat PPDA, c'est-à-dire qu'il ne fallait certainement pas, même en 2011, il fallait certainement pas dire oui, c'est un plagiat, pardon, j'ai pas eu le temps, tout ça. En fait, non. Et c'est ça aussi tout le système médiatique, c'est qu'en gros, alors qu'il était confondu pour plagiat, la maison d'édition et tout le système qui va avec a sauvé le soldat PPDA en disant et donc au bout de 15 jours, on a ressorti un livre où on avait expurgé tous les passages qui avaient été copiés pour que quand même le livre sorte. Et donc, c'est ça aussi le système PPDA, c'est cette espèce de surpuissance où il règne sur la télévision et aussi sur le monde de l'édition. Ouais, parce qu'il ressemblait à une sorte d'exemple, un icône. C'était l'icône français de la télévision, quoi. Exactement. Et son rapport à l'argent, il est radin? Alors, un des surnoms méconnus de PPDA, c'est PPDRA. PPDA qui était millionnaire, hein. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent, il ne savait pas quoi en faire. Il n'avait jamais 1 centime en poche. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que pendant 30 ans, PPDA s'est fait inviter absolument partout. Moi, je me souviens quand j'étais à TF1, tous les jours, il y avait des invitations qui arrivaient pour aller dans tel festival, dans tel voyage de presse à l'autre bout du monde, de participer à un marathon en Martinique, d'aller à New York, d'aller en Israël, tout ça. Donc il était invité, rincé partout. Et il recevait aussi, il était habillé de la tête aux pieds, c'est-à-dire que tout le monde voulait habiller PPDA, mais c'est normal parce qu'il présentait le 20h, tout ça, il n'y a pas de problème, mais effectivement, c'est un radin compulsif, et donc je raconte quelques anecdotes dans ce livre, c'est qu'effectivement, lui, on dit que c'est un grand séducteur, souvent quand il invite une femme, une stagiaire au restaurant, à la fin, il fait toujours la même blague. Ah zut, j'ai oublié ma carte bleue et tout. Et donc la stagiaire se retrouve à inviter la star du 20h. Voilà. Voilà une des facettes un peu méconnues, mais c'est ça aussi tous les visages de PPDA, c'est-à-dire qu'effectivement, derrière le prédateur présumé, il y a aussi d'autres visages, c'est-à-dire voilà, je pense que c'est l'incarnation du menteur. Toute sa vie, il a menti en fait. Et donc il s'est menti à lui-même, il a menti à sa femme, il a menti à ses proches, il a menti à ses collègues, il a fait une fausse interview de Castro, il a fait des livres qui n'étaient pas les siens. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi manipulateur, c'est quelqu'un qui est à la fois brillantissime parce que on ne reste pas à 21 ans à la tête du premier JT de France si on n'a pas du talent.
Et avant, il était à Antenne 2, on disait Antenne 2 à l'époque, France 2 aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a tous les visages, quoi. Merci. Ouais, Romain j'allais Verlet. le dire. Moi, je vous ai cassé le moral, j'ai l'impression. Un peu. Non, Non. c'était vraiment touchant. C'était vraiment touchant. Voilà, je pense que c'est pas parce que je suis une femme que je suis forcément peut-être plus touchée que vous. Je pense que pour vous, ça devait être très dur d'écrire ce livre et de faire cette enquête. Parce que moi, déjà, en une interview avec vous, ça m'a un peu secouée. Alors, j'imagine pas vous, tous les témoignages et ce que vous avez dû vivre. Donc, bravo aussi d'avoir fait ça. Merci. C'est admirable. Et j'espère que ça donnera l'exemple à beaucoup d'autres de pouvoir réussir à parler sans honte et sans difficulté, parce qu'au contraire, c'est pas une honte d'avoir été une victime, et c'est ce qui est très compliqué de le réaliser quand tu es une victime. Donc bravo à vous, j'espère qu'il y en aura de moins Merci. en moins, parce que je pense qu'il en existe encore beaucoup dont on n'a pas conscience. Et que... Bah, si ce livre peut servir à ça, ça Ouais. serait super. Moi, je pense que c'est sûr que ça va aider. Ouais. On le rappelle, le PPDA Le Prince Noir chez Fayard. Merci et bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est très précieux pour nous que vous vous abonniez, que vous nous souteniez pour le référencement. Merci et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.